Bonjour à tous. Au mois de septembre dernier, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a été auditionné à propos d'une véritable pomme de discorde. Et cette pomme de discorde, il s'agit du non-cumul des mandats. Le ministre de l'Intérieur, lors de cette audition, s'est montré extrêmement offensif. Il a appelé les sénateurs à ne pas rester confinés dans l'atmosphère du Palais du Luxembourg. Il leur a également demandé d'écouter l'opinion de l'immense majorité de nos concitoyens. On le sait, cet appel n'a pas été écouté par les sénateurs, puisque finalement, 10 jours plus tard, ils ont certes adopté le projet de loi sur le non-cumul des mandats, mais en apportant une modification de taille, puisqu'ils se sont exclus du dispositif. On le sait, les sénateurs sont constitutionnellement les représentants des collectivités territoriales. Tout de suite donc, retour à cette audition qui s'est tenue au Sénat le 9 septembre. Président de la Commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, j'ai envie de vous dire, enfin nous y sommes, nous voilà, sur un débat important, et je trouve que c'est une chance de retrouver le Sénat en cette rentrée parlementaire pour aborder concrètement, sincèrement, l'examen des projets de loi destinés à supprimer le cumul d'un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale. Je veux vous dire que j'aborde ces débats avec responsabilité, bien sûr, mais aussi avec beaucoup de fierté. Fierté parce que ce texte de loi est la traduction d'un engagement du président de la République. Et fierté parce que ce texte de loi est une étape importante de la modernisation de nos institutions. Je crois que cela représentera en fait une véritable révolution de nos pratiques politiques. C'est là où il y a débat, il est légitime. Et parce que c'est aussi une forme d'aboutissement de la logique de décentralisation lancée il y a plus de 30 ans par François Mitterrand, Pierre Mauroy et Gaston Defferre, et poursuivie, amplifiée par des majorités successives et différentes. Cette révolution démocratique n'est pas brutale, elle n'est pas inattendue, elle n'est pas une surprise. Elle s'inscrit, au contraire, dans une histoire et dans une double dynamique. La dynamique du renforcement du Parlement et la dynamique de l'approfondissement progressif de notre démocratie locale. En 30 ans de loi de décentralisation, je viens d'y faire allusion, l'exercice d'un mandat local est devenu de plus en plus complexe. La France, ses villes, ses paysages, sa démocratie locale, la France a été profondément changée par la décentralisation, par l'affirmation de la place et du rôle des territoires. C'est inscrit dans la Constitution. Ça a été voulu par l'un des vôtres, alors Premier ministre. Ces territoires vivent, se développent, mobilisent les énergies et préparent demain. Et c'est un chantier au-delà des débats qui nous opposent ou qui vous opposent ou qui nous rassemblent. C'est un chantier exaltant et passionnant. Et les élus dans les territoires, vous le savez mieux que quiconque, je le sais aussi pour avoir été l'un de ces élus, les élus dans les territoires ont un rôle primordial à jouer. Le mandat national, celui que vous exercez au sein de la Haute Assemblée, qui consiste à légiférer, à contrôler l'action du gouvernement et à évaluer les politiques publiques, est lui aussi prenant et exigeant. Et cette exigence est encore renforcée avec la session unique et la réforme constitutionnelle de 2008. Être parlementaire est une responsabilité, être membre d'un exécutif local en est une autre. Ce texte est l'aboutissement aussi de 2 lois antérieures. Les lois organiques du 30 décembre 1985 et du 5 avril 2000, portées par des majorités de gauche qui ont constitué des premières avancées. Elles ont limité les possibilités de cumul
en mettant fin à une forme de folie antérieure dans laquelle un même élu pouvait être simultanément maire, président de conseil général, président de conseil régional, député ou sénateur, et enfin parlementaire européen. Ça existait. Et pas seulement, M. Mermaz aussi. Donc il y a des exemples pour chacun, mais c'est un rappel de l'histoire. Et il est vrai, c'était avant la mise en œuvre des grandes lois de décentralisation. La limitation du cumul entre un mandat parlementaire et un exécutif local était une étape essentielle, mais restait une étape. Nous devons à présent conclure ce mouvement, concrétiser cette dynamique en passant de la limitation à l'interdiction. Ce texte est équilibré, à la fois souple quant à la date d'application et strict sur le périmètre des fonctions concernées. Vous le savez, la date d'application du principe de non-cumul a fait débat. Et je me suis impliqué, personnellement, c'était mon rôle, lors des travaux préparatoires, pour une application en 2017, après le renouvellement général de chacune des deux assemblées. Cette solution permet à chacune et à chacun de s'organiser, de prévoir, de garder sa liberté de choix, si les électeurs, évidemment, le veulent bien, parce qu'en définitive, ce sont eux qui décident. Et cette solution assure également la sécurité juridique du dispositif. C'est pourquoi le gouvernement, et ce point-là est important, notamment vis-à-vis de ceux, et je peux les comprendre, qui souhaitaient une application immédiate dès les élections municipales de 2014, c'est pourquoi le gouvernement s'en est remis à la formule suggérée par le Conseil d'État, qui garantit l'exercice du droit de suffrage, assure la continuité du fonctionnement des assemblées et évite tout risque de rétroactivité. Mais cette souplesse juridique n'est pas contradictoire avec la force des effets politiques de la loi. Dès son adoption, cette loi portera les premiers effets politiques qui seront perceptibles dès les élections municipales de 2014. Je devrais d'ailleurs dire, elle a déjà, avant même d'être adoptée, eu ses effets. Il y a déjà des prises de position dans la perspective des municipales de 2014 à propos de la future application de cette loi. Et la demande des électeurs, ce ne sera pas sans doute le sujet principal, mais elle se fera naturellement jour si la loi est adoptée définitivement. Je ne préjuge pas, évidemment, du vote final. Mais enfin, premier vote à l'Assemblée nationale est un vote, on va appeler indicatif et significatif. Souple sur la date, mais je l'ai dit aussi, strict sur le périmètre retenu. C'est l'engagement pris par le président de la République devant les Français, et c'est le sens du texte que je vous présente aujourd'hui. Strict sur le périmètre parce que ce texte prévoit le non-cumul de toute fonction exécutive locale, y compris les intercommunalités qui n'étaient pas concernées par la loi de 2000, vous le savez, et y compris les fonctions d'adjoint au maire et de vice-président des conseils départementaux, des conseils régionaux et des intercommunalités. Alors que les intercommunalités exercent des compétences croissantes, alors que nous venons de leur donner une légitimité démocratique nouvelle avec la réforme des modes de scrutin locaux, je crois que personne n'imaginerait aujourd'hui exclure les fonctions exécutives intercommunales du champ des règles de non-cumul. De même, l'inclusion des vice-présidents et des adjoints correspond aussi à une évolution réelle de ces fonctions. Il s'agit aussi d'éviter toute tentative de détournement de la loi sans qu'il soit besoin de faire preuve de trop d'imagination. Et nous savons que dans ce domaine-là, l'imagination est grande. Dans la même logique, l'Assemblée nationale a fait le choix d'étendre le principe du non-cumul aux fonctions dérivées du mandat local, notamment les présidences et les vice-présidences de certains syndicats ou établissements publics. Je l'ai dit, pour être comprise, pour être pleinement efficace,
la règle doit être simple. L'introduction des seuils ne serait pas lisible pour les électeurs. Le débat a eu lieu d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Je ne doute pas qu'il aura lieu ici également. Parce que ce seuil, comment le fixer? En imaginant un seuil de 1000 habitants, le seuil qui soit juridiquement solide, presque 3/4 des communes seraient exclues du non-cumul. Cela ne semble pas très compréhensible pour nos concitoyens. Pour être bien comprise, pour être pleinement efficace, la règle doit également s'appliquer à tous. Je suis sûr que vous allez écouter avec attention ce que je vais dire, mais vous pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, les sénateurs sont soumis aux mêmes règles de non-cumul que les députés. Aujourd'hui. Donc rien ne justifie qu'il en soit autrement demain. Bien sûr, l'ancrage, la proximité sont essentiels, mais ils ne supposent en rien, par principe, l'exercice d'une fonction exécutive locale. Cet ancrage restera possible avec l'exercice d'un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional. Mais cet ancrage, et je sais surtout qu'il est déjà et qu'il restera le vôtre, avec ou sans mandat exécutif. Cet ancrage, c'est déjà celui de 40% des sénateurs, de 40% d'entre vous qui n'exercent pas de fonction exécutive locale. Sont-ils moins bons parlementaires? Je ne le crois pas. L'ampleur de ce changement, je ne le sous-estime pas, bien au contraire. C'est pour ça que je parle de révolution. Je sais comme vous, ou j'imagine comme vous, ce que cela peut représenter. Et je le mesure d'autant plus que, comme je vous le disais, vous le savez, j'étais moi-même maire et député. Et je sais toute une intercommunalité, pas tout le temps. Et je sais que la rupture est douloureuse, même pour celui qui est ministre. Mais je sais aussi que la frustration de ne pas pouvoir matériellement exercer correctement le mandat parlementaire et la fonction exécutive locale est tout aussi douloureuse, même si c'est une douleur plus lancinante et moins visible. Mais elle l'est. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je souhaite conclure ce propos introductif, Monsieur le Président, en vous invitant, et pardon de ce propos très direct, à prendre vos responsabilités sur ce texte, en essayant de ne pas être confiné à l'atmosphère qui règne au sein de ce très beau palais du Luxembourg. Vous êtes tous suffisamment avertis de la vie publique, politique, pour savoir deux choses. Une très grande majorité de nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité, est favorable à cette mesure de modernisation. Les Français veulent des maires à plein temps et des parlementaires, c'est-à-dire des députés et des sénateurs, à plein temps. Ils le veulent, ils le souhaitent. Et le sentiment, pas de ne pas répondre forcément à la voix du peuple, mais face aux inquiétudes que l'on peut avoir sur les ruptures entre nos concitoyens et ceux qui gouvernent, ce n'est pas le seul sujet, bien sûr. Enfin, il faut bien l'avoir en tête. Avec 300 voix en faveur de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, personne ne peut douter aujourd'hui du caractère inéluctable de l'application des dispositions du projet de loi. Et ceux qui connaissent la jurisprudence du Conseil constitutionnel en doutent encore moins. Et personne ne peut douter de la détermination du Président de la République à mettre en œuvre cet engagement. Alors, je le dis avec la clarté qui, je l'espère, caractérise en général mes interventions, vous avez le choix. Soit vous êtes seulement dans l'opposition, au sens de l'histoire à la modernisation de notre vie politique, de façon symbolique et tellement prévisible pour ceux qui n'aiment pas le Sénat et qui veulent le caricaturer, soit vous participez à ce beau mouvement de modernisation et de changement. Et le débat aujourd'hui, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur,
et dans les jours qui viennent au Sénat, va se poser aussi, pas seulement, je connais votre capacité à être présent dans ce débat, mais va se poser aussi dans ces termes. C'est naturellement ce à quoi je vous invite, en me tenant bien sûr tout au long de ces débats, avec sens de l'écoute et du dialogue, avec beaucoup de détermination, à votre disposition. Merci, Monsieur le Ministre, pour nous avoir parlé avec clarté et détermination. Vous avez employé tout à l'heure le mot confiné, s'agissant de l'atmosphère du Sénat. Puis-je vous dire, au nom de tous nos collègues, que le Sénat de la République est ouvert aux quatre vents de l'esprit, dont parlait Victor Hugo, que nous sommes ouverts à la société dans sa diversité, attentifs et très attachés à la modernité. Il y a, moyennant cela, des divergences d'appréciation entre nous, mais c'est le lot commun des assemblées démocratiques. Alors, si vous le voulez bien, mes chers collègues, nous allons tout de suite donner la parole à notre rapporteur Simon Sutour. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire, en tant que rapporteur de la Commission des lois, que j'ai particulièrement apprécié la clarté et la netteté de vos propos et que je les approuve. Le texte adopté par l'Assemblée nationale le 9 juillet dernier fixe une nouvelle incompatibilité parlementaire à l'égard des fonctions exécutives locales et à l'initiative de l'Assemblée nationale, vous l'avez indiqué, des fonctions dérivées locales au sein des sociétés d'économie mixte locales, des sociétés publiques locales ou de sociétés publiques locales d'aménagement. Cette règle s'appliquerait aux députés, aux sénateurs et aux députés européens, les incompatibilités parlementaires nationales étant depuis 1958 les mêmes pour les membres des deux assemblées parlementaires. Et j'ajouterai que c'est notre force. Étant favorable à ce texte équilibré, je voudrais vous interroger sur la suite attendue de la réforme. Premièrement, je voudrais savoir si la fin du cumul d'un mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale ne pose-t-elle pas à terme la question de la construction du statut de l'élu, mais je crois que la réponse est dans la question. Et là, j'ai une petite précision à vous demander. Le gouvernement entend-il soutenir la proposition de loi de nos collègues Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, adoptée par le Sénat le 29 janvier dernier, et dont nous espérons qu'il viendra prochainement devant l'Assemblée nationale, en tout cas avant la fin de cette année. Deuxième point, la réforme n'aborde pas la question du cumul entre mandats locaux. Ne faudrait-il pas envisager, dans une étape ultérieure, de poursuivre ensuite la réforme sur ce point, notamment pour prendre en compte les fonctions au sein des EPCI. Troisièmement, la réforme se place sur le plan du cumul des mandats et des fonctions, mais n'envisage pas, à la suite des apports de l'Assemblée nationale, la question du cumul des indemnités, ou alors marginalement, dans la phase transitoire où l'on cumule avant de choisir. Faut-il, selon vous, limiter pour les parlementaires leurs indemnités à celles perçues au titre de leur mandat parlementaire? J'ajoute qu'au sein de notre Assemblée, nous avons fait un premier pas important puisque la Commission des lois a voté à sa majorité nos propositions de loi dans ce sens. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, de me donner ces précisions. Vous le souhaitez, hein. Peut-être est-il mieux de donner la parole aux collègues qui vont la demander. J'ai déjà une demande de parole de M. Gaëtan Gors. J'espère qu'il y en aura d'autres, mes chers collègues. Alors, Gaëtan Gors. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez présenté les choses clairement, nettement, en évoquant évidemment le long parcours qu'a été ce débat et cette réflexion sur le non-cumul des mandats. C'est vrai que le cumul, au fond, est une habitude de notre République. Il était la conséquence de l'absence de décentralisation. Le cumul, c'était la volonté pour les élus nationaux et locaux de s'appuyer sur ces mandats pour résister au poids de l'État central. On peut donc s'interroger évidemment sur la pertinence de maintenir un cumul des mandats dès lors que la décentralisation est en mouvement. Et j'approuve par conséquent le processus qui a été engagé, d'autant plus qu'en fixant un calendrier à 2017, chacun est aujourd'hui, et les électeurs les premiers, en situation de pouvoir apprécier concrètement les conséquences de ce dispositif. Reste deux questions.
La première, elle commence à recevoir un début de réponse à travers les projets de loi qui ont été présentés sur la décentralisation. C'est l'avenir de ce processus de décentralisation. Il est clair que si le non-cumul des mandats doit fonctionner, elle doit s'accompagner naturellement d'un renforcement et d'un renforcement encore plus net des responsabilités, des compétences des collectivités territoriales. Les propositions, les projets de loi qui sont en débat sont relativement prudents en la matière, pour ne pas dire timide. Néanmoins, je pense qu'il faut que nous ayons cette perspective en tête si nous voulons être cohérents. Mais il y a une seconde question qui intéresse plus cette Assemblée. C'est que le non-cumul des mandats dans un contexte où notre Parlement garderait des prérogatives aussi limitées va poser un problème. La logique, c'est dès lors que les parlementaires, députés et sénateurs, seront, comme vous le disiez, d'une certaine façon à plein temps, c'est qu'ils puissent avoir par rapport au gouvernement et à l'exécutif des prérogatives qui seraient renforcées. La réforme qui a été menée en 2009 je crois, de ce point de vue, n'est pas satisfaisante. On en voit tous les jours à travers le fonctionnement de la procédure, les limitations de nos prérogatives, des moyens humains, matériels qui sont les nôtres, l'insuffisance. Donc la logique voudrait, c'est la question que je voudrais vous poser, c'est que le gouvernement encourage une nouvelle réforme, sinon de nos institutions, du moins à travers les lois organiques, du fonctionnement des assemblées parlementaires pour leur permettre d'assumer pleinement les responsabilités qui sont les leurs. Nous sommes dans la Ve République, c'est très différent du système britannique ou du système allemand dans lequel le non-cumul est la règle, mais où le Premier ministre dépend de la majorité parlementaire, ou le chancelier. Ici, l'exécutif est dirigé par un chef de l'État qui est élu au suffrage universel et qui par conséquent n'a pas de compte à rendre devant nos assemblées. Cela veut dire que nous adressons à un gouvernement qui d'une certaine manière prend ses responsabilités, je n'oserais pas dire ses ordres, ailleurs que dans les assemblées. Ce qui veut dire que pour rééquilibrer cette situation, on n'a pas besoin d'imaginer, de mon point de vue, une 6e République. Ce n'est pas la peine de construire soit des chimères, soit des dispositifs trop compliqués. Et en revanche, il faut que nous regardions très concrètement comment renforcer le pouvoir des parlementaires individuellement et collectivement. Par exemple, je ne donnerai qu'un seul exemple, donner aux rapporteurs pour avis les mêmes pouvoirs qu'aux rapporteurs des finances sur le contrôle des budgets, faire en sorte que les commissions parlementaires aient vraiment des missions principales de contrôle et d'évaluation, les commissions spéciales étant en charge pour l'essentiel du travail législatif qui absorbe beaucoup d'énergie, alors que le contrôle et l'évaluation devraient représenter un des efforts maximum, que les ministres et les administrations soient à disposition du Parlement, permettent l'exercice de ces prérogatives de manière beaucoup plus nette et beaucoup plus claire, bref, qu'on assiste à un véritable rééquilibrage dans le fonctionnement de l'institution entre le Parlement et l'exécutif. Je pense que c'est la conséquence du non-cumul. Si cette réforme n'était pas envisagée, je pense que ça poserait un vrai souci et un risque évidemment de se retrouver, si qui plus est on nous proposait la proportionnelle, d'avoir une assemblée qui ne serait plus des assemblées politiques débattant des sujets, mais d'abord des rassemblements d'apparatchiks représentant des partis politiques. Merci Monsieur Gors. Jean-Pierre Vial. Oui, Monsieur le Président, deux questions. Je n'aborderai pas le fond parce que les propos du ministre nous ont fait comprendre que aller dans le sens contraire, ça serait ne pas comprendre le sens de la modernité. Mais j'ai bien compris, je n'avais jamais vu autant de fleurs dans cette salle, que c'est une façon de couvrir le cercueil des mandats. Donc j'en comprends, je ne vais pas me mettre contre cet esprit. Deux questions. La première sur les métropoles. Monsieur le ministre, vous avez été extrêmement précis dans le débat à l'Assemblée nationale sur la longue liste des pouvoirs des cumuls. J'ai senti qu'il y avait peut-être une non-réponse, ou à moins que j'ai mal compris, sur la présidence et les exécutifs des métropoles qui sont actuellement, non, je le dis, puisqu'il me semblait qu'il y avait... Voilà, donc ça me paraît aller de soi, mais peut-être est-ce encore plus clair de le dire. Sur les syndicats mixtes, les différentes structures, j'ai bien compris, Monsieur le ministre, dans la présentation que vous avez faite, que vous avez montré autant de clarté, et je dirais que sur le fond, je le comprends, qu'il ne faille pas que par les syndicats mixtes, ce soit un moyen détourné de trouver... Cela étant dit, on sait aujourd'hui que nos collectivités sont impliquées dans beaucoup de structures, syndicats mixtes et autres, les SPL pour prendre les nouveaux, et je le dis SPL à dessein, puisque c'est le journal des maires de cet été et qui a publié sur 1,5 page un commentaire d'un juriste faisant planer beaucoup de doutes sur effectivement la possibilité pour un élu d'avoir des responsabilités au niveau des SPL. Or, on voit mal qui, autre qu'un élu, peut être en charge d'une SPL. Donc je voulais avoir quand même l'assurance que la rigueur de la politique que vous nous présentez peut être compatible
avec la présence des élus dans des syndicats mixtes, dans des SPL ou autres structures qui sont aujourd'hui des établissements indispensables à la vie de nos collectivités. Merci Monsieur Vial. Christian Cointat. Monsieur le ministre, je m'exprime d'autant plus librement que je fais partie de ces quelques sénateurs qui, par nature, ne peuvent pas cumuler un mandat de sénateur avec un mandat exécutif local, puisque je représente les Français établis hors de France, et qu'aucun des gouvernements successifs n'a voulu nous donner un exécutif local, ce que je regrette d'ailleurs. Mais il se trouve que, par nature également, je suis jusqu'à présent obligé de cumuler avec mon mandat de sénateur, puisqu'on est membre de droit, un mandat local, si je puis dire, avec l'Assemblée des Français de l'étranger. Ce n'est pas un mandat exécutif, mais je peux vous dire que les dispositions législatives qui viennent d'être prises par le gouvernement et adoptées par le Parlement de supprimer cette possibilité de siéger de droit dans une assemblée va poser des problèmes parce que nous ne pouvons agir que par la connaissance. Le monde est très vaste et une assemblée locale vous apporte une connaissance extrêmement utile. Donc déjà, première question que je vous pose, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de modernité. La modernité, ce n'est pas la réforme en soi. C'est une bonne réforme. C'est-à-dire améliorer la situation actuelle. Je comprends très bien les démarches du gouvernement, mais là où je m'interroge, c'est avez-vous bien pesé tous les avantages et inconvénients de couper tous les parlementaires, je dis bien tous les parlementaires, de leur base locale par responsabilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le couper, mais jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de la part du gouvernement des éléments qui me permettaient de penser que la solution retenue était la bonne. La direction engagée n'est pas mauvaise, mais la solution retenue est-elle la bonne? J'en suis loin de le croire. Donc ça, c'est la première question. Comment pouvez-vous certifier que de couper tout mandat local, tout au moins exécutif, sera une amélioration? Vous avez évoqué tout à l'heure les 40% de sénateurs, dont forcément je fais partie, qui n'ont pas de responsabilité exécutive locale, en disant ils ne sont pas plus mauvais que les autres. Vous avez raison. Mais moi-même, je suis là à dire, on n'est pas forcément meilleur non plus que les autres. Et si vous regardez la question de l'absentéisme, qui est au cœur, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de responsabilité locale qui sont forcément les plus présents. Donc, je cherche. Moi, vous savez, je n'ai aucun sectarisme politique. Je cherche les solutions qui marchent le mieux. Mais je veux avoir la certitude que les choix qui sont faits sont les bons. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, vous avez évoqué 2017. Mais je fais en disant renouvellement général des deux assemblées. Non, c'est pas vrai. Il y aura un renouvellement général de l'Assemblée nationale, mais il n'y aura qu'un renouvellement partiel du Sénat. Les sénateurs qui seront élus en 2014, leur mandat se terminera en 2020. Alors qu'est-ce qui va se passer en 2017 pour eux? Car ils seront élus, avec toutes les plénitudes de l'élu. Donc ça, c'est ma deuxième question. La troisième question, et j'en resterai là, c'est de dire comment voulez-vous démontrer l'efficacité d'une réforme en nous prenant comme base l'opinion publique le souhaite. Vous savez très bien qu'il y a énormément de choses que l'opinion publique souhaite et que nous ne leur donnons pas et que nous ne voulons pas donner, à juste titre. Si on écoutait certains, il faudrait rétablir la peine de mort. On est farouchement contre. Donc l'opinion publique, les parlementaires doivent en tenir compte, mais il leur appartient aussi de la forger, cette opinion. Et la modernité, pour moi, n'est pas de suivre, mais de précéder. Alors comment pouvez-vous nous expliquer que finalement vous précédez l'opinion publique? Merci, Monsieur Cointat. Vincent Delahaye. Oui, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, j'ai deux questions. Sur le fond, je ne vais pas revenir parce qu'on aura l'occasion dans l'hémicycle de débattre sur le fond des arguments que je ne considère pas, qui pour ma part ne m'ont pas du tout convaincu. Mais je voudrais partir de la dernière intervention sur l'opinion publique. Moi, je considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de vrai débat sur le sujet dans l'opinion publique. Il y a des sondages d'opinion pour ou contre le cumul. Forcément, quand on entend ça comme ça, et surtout quand on interroge les habitants, ils voient cumul d'indemnités, donc forcément, ils disent contre. Donc moi, les sondages, en l'occurrence, j'ai pas là pour habitude d'ailleurs d'y porter beaucoup d'intérêt, mais
En l'occurrence, je pense qu'il ne faut pas se baser sur les sondages. Et moi, j'aurais été partisan d'un grand débat dans l'opinion, puisque c'est un engagement du président de la République de faire voter une loi sur le cumul. Il n'a pas dit laquelle, hein. Il a dit faire voter une loi sur le cumul. J'ai relu le document, donc il n'a pas dit qu'elle serait aussi excessive. Parce que là, elle est très excessive, cette loi. Donc, est-ce que tout cela ne justifie pas qu'on prenne un peu plus de temps? Et je ne comprends absolument pas pourquoi il y a une procédure accélérée sur ce texte. Qu'est-ce qui justifie l'urgence de cette procédure accélérée qui limite les débats dans nos hémicycles? Et moi, j'aurais souhaité un débat avec le peuple français. Donc ça m'aurait semblé intéressant d'avoir ce débat. Et je ne considère absolument pas que l'élection présidentielle l'a tranché. En tout cas, ce n'est pas du tout ma vision de l'élection présidentielle. Et je ne pense pas que ce soit la vision des Français non plus, l'élection présidentielle. Donc ça, c'est ma première question. Pourquoi une procédure accélérée? La deuxième question, c'est que dans le caractère excessif de cette loi, on a rajouté les syndicats, on a rajouté plein de choses et plein d'établissements publics. Et il me semble qu'on a oublié les établissements publics d'aménagement. Donc j'aimerais savoir pourquoi ils ont été oubliés, est-ce qu'ils vont être rajoutés, est-ce qu'on peut penser que si on dépose un amendement sur le sujet, ce qui va être mon cas, est-ce qu'on a des chances que les établissements publics, la présidence et les vice-présidences d'établissements publics d'aménagement soient inclus dans les possibilités de cumul qui est prévu par cette loi? Merci. Monsieur Delahaye, est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Je n'ai pas d'autres inscrits à ce stade. Il n'y a pas de regret à ce stade, mais peut-être que les réponses de Monsieur le ministre... Non, Monsieur Néry, il n'y a pas de regrets éternels. Les fleurs sont des fleurs qui sont tout à fait printanières, vous l'avez remarqué. Elles ne sont pas funéraires. Bien, alors, nous allons donc donner la parole à Monsieur le ministre pour répondre aux 5 premières interventions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur m'a interrogé sur le statut de l'élu. Il l'a rappelé. Le Sénat a adopté très largement le texte du président Sueur et de la sénatrice Gourault. L'Assemblée, d'ailleurs, s'était également saisie de ce sujet avec le rapport de Philippe Doucet. Et vous avez raison, le non-cumul des mandats doit se traduire aussi, vieux serpent de mer d'ailleurs, par une amélioration de ce qu'on appelle le statut de l'élu. J'ai souvenir de nombreux rapports, notamment du rapport de Marcel Debarge. Le président de la République s'y était engagé lors des États généraux, l'initiative du président Bell, et le gouvernement y travaille notamment à partir de votre texte, du texte sénatorial. 2 textes d'ailleurs étaient sortis des États généraux sur les normes et le statut de l'élu. Seule la première lecture du texte sur les normes est inscrite à l'Assemblée. Nous sommes dans une phase d'arbitrage au niveau interministériel sur ce sujet. Mais donc il y a forcément une résonance avec cette préoccupation. Il y a d'autres sujets, au fond, je crois que Gaëtan Gors les abordait aussi, sur le statut de l'élu, du parlementaire. On peut considérer aujourd'hui que le statut social du parlementaire, député ou sénateur, est correct. Mais il y a, mais ça c'est l'initiative des assemblées, incontestablement une problématique de collaborateurs, de moyens et notamment de moyens d'expertise. Car, je réponds à Gaëtan Gors, évidemment je ne suis pas habilité à ouvrir un débat sur une modification de nos institutions. Mais j'ai beaucoup suivi, il y était lui aussi, la réforme de 2008. Le problème, c'est que moi, je pense que la fonction, pas seulement, mais l'une des fonctions premières du Parlement, c'est le contrôle. Contrairement à ce qu'on croit. C'est le contrôle. Et c'est là où la question des moyens est posée. Je ne suis pas sûr que ce soit un problème de modification des institutions, mais de pratique et de contrôle. Et dans les institutions de la Ve République, modifiées en 2008, il y a déjà, me semble-t-il, un espace
très important pour les parlementaires, à condition qu'ils s'en saisissent, et ils commencent déjà d'ailleurs à s'en saisir beaucoup plus, et vous en êtes d'ailleurs l'illustration de ce que l'on croit. Pour les élus locaux, monsieur le rapporteur, la nécessité d'évoluer vers un meilleur statut social est aussi posée, question qui a été posée par le rapport du Sénat sur les indemnités et les retraites. Et je pense notamment aux élus des petites communes, puisque dans les grandes villes, dans les départements et les régions, on peut considérer que les responsables de l'exécutif ont une expertise qu'on ne trouve pas forcément au niveau de toutes les collectivités. Pour ce qui concerne les fonctions locales, non, le gouvernement n'a pas aujourd'hui de projet de non-cumul des fonctions locales, au-delà de ce qui existe déjà, puisqu'elles sont très encadrées, les fonctions exécutives verticales, ou le cumul vertical. Donc un maire peut être président d'une intercommunalité. Et nous avons bien, dans le texte de loi, voulu faire une séparation dans le débat entre ce qui est de l'ordre des fonctions locales et de la fonction parlementaire. Mais je reconnais que ce débat peut évidemment se poser. Je vous rappelle que la loi, mais vous le savez parfaitement, interdit le cumul de fonctions exécutives. Président, maire, hein. On s'est bien compris. Le projet de loi, enfin, sur la question des indemnités, limite le montant de l'indemnité parlementaire suite à un amendement à l'Assemblée nationale. Et je connais notamment l'apport dynamique sur cette question, au-delà même des fonctions parlementaires, du président Mézard, qui a fait feu de tout bois sur ces questions-là, avec la sincérité qu'on lui connaît. Sur les questions qui ont été posées par M. Vial, les métropoles, et le cas des métropoles, pardon, est prévu par le texte adopté à l'Assemblée nationale, et toutes les collectivités nouvelles en voie de création, le texte ne peut pas créées par la loi, seront couvertes par les règles nouvelles concernant le cumul, c'est-à-dire président ou vice-président. Sur les syndicats mixtes et les SPL, les fonctions exécutives, président et vice-président, et les fonctions de membres de conseil d'administration et de surveillance, SPL, hein, ont été considérées incompatibles avec un mandat parlementaire. Et sur les syndicats mixtes, incompatibilité uniquement pour les fonctions de président et de vice-président. Peut-être dans le débat parlementaire faudra-t-il clarifier tel ou tel point. Le gouvernement est ouvert évidemment sur ces questions-là à partir de l'expérience des élus. Mais je voulais préciser ce point-là. Sur la question de Français de l'étranger, le problème, monsieur le sénateur, je vous entends bien, mais c'est que je ne me trompe pas en disant que le texte a été adopté définitivement. Donc, une loi qui a été adoptée, je peux entendre vos arguments. C'est ma collègue Len Conway qui a suivi le débat autour de ce texte, mais le texte est déjà adopté. Pour les sénateurs qui ne sont pas renouvelables en 2014, mais en 2017, le texte précise très clairement que la loi s'applique à tous les sénateurs en 2017, à tous les sénateurs. Et il s'applique d'ailleurs, s'il n'y en a pas, pour ce qui concerne les députés européens, à la fin du mandat, députés européens, ça doit être 2019, puisqu'ils seront élus fin mai 2014. Enfin, je comprends et je peux même adhérer à ce que vous avez dit, vous ou M. Vincent Delahaye, sur la question de l'opinion publique et de la modernité, dont acte. C'est un débat et effectivement, nous ne sommes pas là et vous n'êtes pas là pour suivre tous les mouvements de l'opinion, même des débats d'actualité qui le montrent, enfin, en tout cas pour certains.
Donc c'est vrai qu'on peut utiliser cet argument les uns et les autres. Mais ce que j'ai voulu dire, parce que je connais le débat par cœur, quelques jours à l'Assemblée nationale m'ont permis de peaufiner tous les arguments, mais je ne doute pas qu'il y en aura d'autres ici. Je connais l'argument qui consiste à dire les Français sont pour le non-cumul des mandats et ils élisent des députés maires ou les grands électeurs élisent des sénateurs maires ou des sénateurs présidents. Je le sais. J'en ai été une des vivantes illustrations pendant quelques années. C'est d'ailleurs le même argument que ceux qui cumulaient 4 fonctions exécutives devaient à l'époque utiliser avec le même enthousiasme. Mais il y a en même temps un besoin, encore une fois, qui ne résume pas tout le débat public, sur l'engagement des élus, sur le rôle du Parlement, sur la place de chacun au niveau des collectivités territoriales. C'est ce que j'ai appelé la modernité. On peut trouver un autre nom, le prolongement de la décentralisation, je l'ai dit également. Je crois que cela s'impose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres débats qui sont ouverts, celui posé par Gaëtan Gorce sur le rôle des assemblées dans leur rapport à l'exécutif, les questions de votre rapporteur sur le statut de l'élu ou le cumul horizontal. Et on voit bien qu'on est en train de changer. Certains à l'Assemblée nationale, ça sera peut-être le cas au Sénat, proposaient d'aller plus loin. Toute interdiction même de cumul entre un mandat de parlementaire et une fonction locale même. De fait, c'est ce qui existe dans un certain nombre de pays, sans d'ailleurs que la loi ne l'impose. Et puis aussi, il y a tout le débat sur le non-cumul dans le temps. Débat que d'autres pays ont eu, notamment les États-Unis. Ils ont d'ailleurs, pour ce qui concerne le Parlement, jamais tranché dans ce sens, Congrès et Chambre des représentants, mais ils l'ont tranché pour les exécutifs locaux. Bon, donc, tous ces débats sont... Mais le changement, cette révolution démocratique, qui, il est vrai, va changer beaucoup les pratiques politiques, c'est ce que je voulais dire tout simplement, est de notre point de vue inexorable. On ne peut pas l'arrêter. Et on a reculé à chaque fois, on l'a limité, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement en 2000, mais aujourd'hui, nous y sommes prêts. Et pardon, Monsieur Delahaye, il se trouve que, même si je connais votre sens du dialogue et du débat, votre attention au débat public, mais l'engagement du président de la République pendant la campagne, il était très précis. D'ailleurs, beaucoup n'ont pas voulu l'entendre, c'est ainsi, mais il était très précis, c'est-à-dire l'interdiction d'un mandat de parlementaire, c'était ainsi, dans le programme, j'imagine que vous l'avez feuilleté, même si vous ne l'avez pas porté, l'engagement était l'interdiction cumule d'un mandat parlementaire avec un exécutif local. Et ensuite, évidemment, quand il s'agissait de fabriquer le texte de loi, il y a eu toutes les précisions, et le débat à l'Assemblée nationale l'a amené à être président. Il y a quand même un engagement. Il y a parfois des engagements qui sont difficiles à tenir, pour des raisons constitutionnelles. Parce qu'il y a aussi une situation économique, sociale ou politique qui vous empêche parfois d'avancer. Mais là, il n'y a pas d'obstacle constitutionnel, et il n'y a pas d'obstacle politique, et il n'y a même pas d'obstacle d'opinion. Donc, il y a suffisamment de critiques sur le volontarisme politique, parfois, pour que, quand c'est possible, on aille jusqu'au bout de l'engagement. L'urgence, l'urgence, là aussi, on connaît tous les éléments du débat, pas nouveau, d'ailleurs, il y a déjà eu ce type de débat, il y a eu des propositions de loi qui ont été déposées, monsieur le sénateur. Mais il s'agit que toutes les règles soient votées rapidement, en respectant évidemment le temps des assemblées, avant les élections de 2014. Il faut que les règles soient claires pour mars prochain, et aussi peut-être pour bien préparer les investitures ou les candidatures des uns et les autres. Et c'est ce que permet, me semble-t-il, cette procédure dite d'urgence. Alors, Monsieur Claude Jeannereau. Merci, Monsieur le Président. Et puis, Monsieur le Ministre, quelqu'un
qui nous manque beaucoup aujourd'hui, et je sais les relations d'amitié qui étaient les vôtres, Guy Carcassonne, vous vous rappelez sans doute, avait tenu il y a plusieurs années une tribune dans Le Monde où il faisait la différence entre les députés et les sénateurs du point de vue de leur statut. Et en particulier, il argumentait, si ma mémoire est fidèle, mais je crois qu'elle l'est en l'espèce, il argumentait sur le fait que le sénateur, en raison du fait qu'il représentait spécifiquement les territoires et les collectivités, pouvait se voir en effet investi d'une responsabilité exécutive et de ce point de vue présenter une différence de statut avec les collègues députés. Comment envisagez-vous cette distinction qu'il proposait à l'époque dans la réflexion? Comment j'ai dit? Merci, Monsieur Jeanneret. Rachel Mazuir. Oui, c'est pas vraiment une question. Simplement, moi, je vais faire quelques réflexions. Cette loi sur le cumul, je ne parle pas du non-cumul, cible essentiellement les parlementaires. Bon. On est dans une situation aujourd'hui, depuis quelques années, où on a fait allusion à l'opinion publique d'ailleurs, nous sommes systématiquement ciblés en quelque sorte, et c'est parfois assez désagréable. Je ne vais pas revenir sur l'épisode de la transparence, mais moi qui suis un parlementaire assez récent, somme toute, j'ai quand même parfois l'impression d'être systématiquement un délinquant. Alors, bon, je ne vais pas aller dans le débat plus avant, mais bon, la loi telle qu'elle est présentée aujourd'hui, moi, à mon avis, fait quelques impasses, notamment sur le cumul des fonctions. Et bon, on sait, on a tous en tête aujourd'hui que certains de nos collègues à Lyon ou à Lille pourront cumuler un certain nombre de fonctions, que certains présidents de région pourront cumuler un certain nombre de fonctions sans problème majeur, ils ne seront pas parlementaires. Mais ça veut dire à terme que les présidents de 22 régions seront les interlocuteurs privilégiés du gouvernement dans le fonctionnement aujourd'hui de la République. Et moi, ça me pose un vrai problème. Que va peser un parlementaire ou même des parlementaires, par exemple dans le Rhône? Si M. Gérard Collomb, qui est un copain, un ami, est président de tout ce qui est essentiel. Voilà. Bon, les choses sont claires, je ne tourne pas autour du pot. Alors, je suis favorable à cette évolution, mais que tout soit pris en compte. Et qu'un jour, quand même, on siffle la fin de la partie s'agissant de cette espèce de ciblage systématique des parlementaires. Quand on fait un sport d'équipe, en général, il y a un capitaine et il défend ses équipiers. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que ce n'est pas toujours le cas. Merci Rachel Mazuir. Est-ce qu'il y a d'autres propos? Monsieur Frécon. Monsieur Alain Néry, excusez-moi, Monsieur Alain Néry. Oui, Monsieur le Ministre. Non, j'ai vu les. Non, Monsieur Frécon. Monsieur Alain Néry, oui, oui. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je voudrais vous poser une question simple, qui, j'en doute pas, apportera une réponse simple. La volonté de cette loi, c'est de faire en sorte que chaque élu soit plus efficace, plus responsable, tout en étant tant qu'aujourd'hui au fait des dossiers et des questions qui se posent dans le concitoyen. Car on est là avant tout pour prendre à bras-le-corps les problèmes, les propositions, les besoins de nos concitoyens. Alors je vais vous poser une question simple. Je suis maire d'une commune de 1300 habitants que vous connaissez, puisqu'on a eu le plaisir de la voir ensemble. Je ne suis pas éternel. Je ne serai sûrement pas... encore que... Mais si demain, je suis sénateur, maire de cette commune de 1300 habitants et conseiller général. Cas de figure... Demain, je ne suis pas candidat à la mairie, il y aura forcément un maire.
vous êtes bien d'accord avec moi que celui qui va être maire de la commune de 1300 habitants, c'est une commune rurale, mais proche de l'agglomération clermontoise, ça sera un employé de la SNCF, ça sera un médecin, ça sera un agriculteur, ça sera... Peu importe, est-ce que vous... Sûrement pas un énarque, où ça serait quand même tout à fait exceptionnel, mais la personne qui va être élue, homme ou femme, ma question est simple, est-ce que vous pensez, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, qu'il abandonnera sa profession pour exercer la fonction de maire? La réponse est non, je vais la faire à votre place, ça facilitera. Sur sa lancée, ce garçon ou cette fille qui est devenu maire, en 2014, va être candidat aux élections Conseil général en 2015, puisqu'il a eu les faveurs du corps électoral et que sur sa lancée de sa victoire de 2014, il dit pourquoi je ne deviendrai pas conseiller général en 2015. Ça me paraît un cheminement que beaucoup ont connu. Si cette personne est élue conseiller général en 2015, ma question est la suivante, est-ce que vous pensez qu'il abandonnera son métier d'agriculteur, son emploi à la SNCF, son poste d'instituteur ou son métier de médecin? La réponse est évidemment non. Alors, je me pose la question, pourquoi celui qui exerce une mission parlementaire à plein temps serait amené à quitter sa fonction, alors que celui qui exerce un métier à plein temps, tout aussi honorable que celui de parlementaire, quel que soit celui qui remplit, employé, agriculteur, commerçant, artisan, profession libérale, lui pourrait l'exercer. Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a une stigmatisation de certains, et est-ce que vous ne pensez pas là qu'il y a une discrimination et en même temps une rupture d'égalité entre les citoyens? Et moi, j'ai la faiblesse de croire qu'il n'y a rien au-dessus dans une démocratie que le suffrage universel pour choisir par le peuple celui qui est amené à le remplacer, à le représenter, pardon. Voilà, ma question est là. Que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité, que tous les citoyens soient traités sur le même pied d'égalité. Or, si je m'en tiens au fait, celui qui est parlementaire ne sera pas traité sur le même pied d'égalité que le citoyen qui exercera une profession quelle qu'elle soit. Sans vouloir dire que être parlementaire est une profession, mais c'est une activité, dirons-nous, à plein temps, comme un métier exercé par d'autres. Mais par contre, à contrario, je veux bien vous rejoindre là-dessus, celui qui sera maire d'une très grande ville, par exemple, la plus grande, Paris, s'il a une profession aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il continuera à être employé à la sécurité sociale, en la SNCF ou médecin, s'il devient maire de Paris? La réponse est évidemment non. Donc moi je crois que là, il y a une réflexion de bon sens à mener. Et Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vous soumets la question et peut-être nous apporterez-vous des éclaircissements. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, je n'ai pas de questions. Je voulais simplement féliciter tous nos collègues pour la qualité de la dialectique, du raisonnement. Oh oui, Madame Eliane Assassi, je ne voudrais pas, naturellement, certains sont des experts en dialectique. Hein? Et je voulais dire simplement que sans beaucoup s'aventurer sur les chemins de la dialectique, il y a peut-être des considérations matérielles. C'est une seule petite remarque que je fais au bout de 32 ans de mandat électif, dont seulement un an où j'ai exercé 2 mandats en même temps, 1 an et demi. C'est qu'il y a quand même la question, mes chers collègues, du temps. Moi, je suis frappé de ce que le travail parlementaire est prenant. Regardez le nombre de textes, le nombre d'amendements, le contrôle que l'on doit exercer, les différentes missions. Et le mandat d'élu local, exécutif, dans une commune, c'est vrai, ou un département d'une certaine importance, c'est aussi très important. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut bien dire, c'est qu'on a beaucoup de talent en France. Beaucoup de talent. Donc, dans le fond, on pourrait utiliser tous les talents, que chacun s'adonne à un mandat. Mais vous voyez, ce n'est pas une question. D'ailleurs, j'ai même tort de dire cela.
Oui, mais ça j'entends bien, cher Alain. Vous en êtes, Alain, un vivant exemple. Mais si, un exemple remarquable. Bon, alors, j'ai dit ça parce que je voyais qu'il manquait un peu de questions. Il n'y a pas d'autres questions? Ah, Monsieur Didier Guillaume, je voyais bien que vous vouliez nous dire quelque chose. Alors, vous avez la parole. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, n'étant pas membre de la Commission, je ne savais pas si on pouvait s'exprimer. Ah, mais à tout le monde, c'est ouvert à tous les sénateurs. Contraire. Mais comme cumulard assumé, je veux bien le faire. Mais bien sûr. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une bonne ambiance. Pour dire plusieurs choses. Pour dire plusieurs choses. Non, vous allez voir. C'est vrai. Je pense que ce débat, il est difficile. Il faut le prendre ni à la rigolade, ni en envoyant je ne sais quels arguments fallacieux à la tête des uns ou des autres. Parce que ceux qui parlent dans ce débat ont tous l'intime conviction que ce qu'ils pensent peut se passer. Et c'est très compliqué. On sait qu'il y a une très large majorité de la population qui est pour la limitation du cumul des mandats. Mais moi, ça fait maintenant beaucoup moins longtemps que le président de la Commission, que je suis élu, et ça fait pas mal d'années déjà où j'ai plusieurs mandats. Je n'ai jamais vu un électeur, un citoyen, me dire soit vous, soit tu, arrête de faire ci, arrête de faire cela. Par contre, quand on discute de façon intellectuelle, les mêmes disent « vous ne pouvez pas continuer ». Et pour plein de raisons. Certains mettent l'argument financier, en période de crise de plus en plus, « ouais, mais vous gagnez beaucoup d'argent, etc. » Et ça, on ne l'a jamais assumé d'ailleurs. Les élus n'ont jamais assumé que lorsqu'on travaille 7 jours sur 7, ça mérite salaire et que nous touchons beaucoup moins d'argent, nous gagnons beaucoup moins d'argent que dans plein d'autres professions. Mais c'est comme cela. Donc je pense que ce débat, il doit être vraiment serein. C'était un engagement du président de la République. Et l'engagement du président de la République, il prend personne à défaut. Et moi, je voudrais vous faire part de mon expérience, qui va tout à fait dans le sens qu'a évoqué le président de la Commission à l'instant. Moi, quand les gens me disent « mais comment vous faites, vous n'y arrivez pas », je dis « venez avec moi une semaine et vous verrez sur le terrain le travail, etc. » Mais si on veut vraiment aller, mes chers collègues, me semble-t-il, dans le sens de l'évolution de la société et dans le sens de l'histoire, et si on veut aller au bout de cette loi en disant « c'est pour que les parlementaires travaillent le plus possible », alors disons-le tout de go, lorsque l'on cumule plusieurs mandats, lorsqu'en plus on cumule des fonctions, ce qui n'a jamais été mon cas, mais j'ai plein de collègues sénateurs, présidents de conseils généraux, qui sont présidents de l'OPAC, présidents du SDIS, etc., on ne peut pas m'expliquer comment on peut faire ce travail sérieusement. Je ne le crois pas. Si on veut légiférer au fond, si on veut faire des auditions, 70, 80 auditions, si on veut rapporter, si on veut être membre de commissions parlementaires, alors il faut avoir beaucoup de temps. Et un gros exécutif local, c'est assez compliqué. Et pareil, si on travaille beaucoup ici, on peut laisser un peu de côté ce qui se passe dans le territoire. En même temps, l'évolution des techniques, on est tous avec nos tablettes, nos iPhones, nos smartphones, etc. Nous sommes totalement reliés et on fait le même travail. Moi, je voterai la loi qui est présentée par le gouvernement, mais ce que je regrette, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la stigmatisation des élus et des parlementaires qu'évoquait mon collègue. Et là, nous devons tous nous bagarrer pour que ce ne soit pas le cas. Parfois, d'ailleurs, cette stigmatisation vient de la façon dont certains d'entre nous se comportent, ou se sont comportés. On a vu ce qui s'est passé cet hiver, ça a fait beaucoup de bruit quand même, hein, bon, avec un membre du gouvernement qui a dû démissionner. Et tout ça, ça joue dans le tous mauvais, tous, etc. Ce n'est pas bon. Mais je pense que nous devons aller dans cette direction. Et dernier point, et là-dessus, il me semble que nous pourrions faire un effort plus tard, évidemment. Dites-moi, et là, excusez-moi de rentrer dans un peu de démagogie, s'il est plus difficile d'être député ou sénateur sans aucune responsabilité et maire d'une commune de 1000 habitants, plutôt d'être président et maire d'une agglomération, d'une métropole, ce qui sera toujours possible à faire. Et je pense qu'il faudra avancer demain, mais c'est marche après marche. Step by step. Et ce n'est pas parce que la loi ne va pas au bout qu'il ne faut pas commencer par ce par quoi nous sommes,
nous avons un signal à donner. Et il me semble qu'un signal à donner, c'est aussi que le Sénat soit non pas dans l'air du temps, parce que c'est le destin des feuilles mortes d'être dans l'air du temps, mais avance pour montrer que la modernisation de la vie politique, elle passe aussi par, non pas le fait de cumuler ou de ne pas cumuler, mais que les élus fassent à fond leur travail. Et enfin, je pense qu'il y a quand même dans ce pays, excusez-moi d'être un peu long, une dichotomie des différences entre ce que l'on voit au niveau national et au niveau local, parce que je pense tous, qui que nous soyons, quelles que soient nos couleurs politiques, sur le terrain, les gens nous disent « mais tu fais du bon boulot, continue, vas-y, comme ça ». Ils aiment bien ce que l'on fait. Et je le disais tout à l'heure, je conclus par ce par quoi j'ai commencé, mais les mêmes nous disent « ouais, mais la politique c'est pourri, on n'aime plus la politique, etc. » Et le cumul des mandats contribue à discréditer votre action. Mais je pense que c'est aussi à nous de nous prendre en main. Je ne suis pas un donneur de leçons parce que je suis très jeune dans cette Assemblée et à faire en sorte de faire la démonstration, et je crois que le Sénat le fait, que le travail qui est fait dans les assemblées parlementaires est un travail qui est fait certes avec passion, mais avec le temps de faire du contrôle, des recherches et de faire des propositions de loi ou d'accompagner des projets de loi qui tiennent la route. Merci. Chers collègues, je crois que tous ceux qui l'ont souhaité se sont exprimés. Je vais maintenant redonner la parole à Monsieur le ministre Manuel Valls pour répondre aux derniers orateurs. Merci, Monsieur le Président. Je répondrai très précisément à la question de M. Claude Jeannereau sur le traitement différencié des sénateurs et des députés en matière de cumul. Vous le savez que le droit actuel aligne le régime des sénateurs en matière, je l'ai dit, je crois, d'inéligibilité et d'incompatibilité sur celui des députés. Ensuite, l'article 24 de la Constitution, sur le rôle spécifique du Sénat, ne justifie pas, dans sa lettre ou dans son interprétation, par le Conseil constitutionnel, un traitement différencié des sénateurs par rapport aux députés. Si d'ailleurs il fallait un traitement différencié, ça renvoie à une des questions qui n'a pas été abordée par Gaëtan Gors, mais sur les évolutions des institutions. Je n'ai pas autorisé à aborder cette question, mais ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être faire évoluer le rôle du Sénat, pas forcément dans le sens que beaucoup d'entre vous souhaitent. C'est un des débats. Parce que dans la comparaison avec d'autres pays, regarde à cela, le Sénat espagnol ou le Bundesrat n'ont pas les mêmes pouvoirs. Il y a des pouvoirs communs, notamment sur les compétences des Länders ou des régions espagnoles, mais ce ne sont pas les mêmes pouvoirs dans d'autres domaines, ce qui n'est pas le cas pour ce qui concerne le Sénat français. Et puis par ailleurs, un traitement différencié des sénateurs changerait la qualification juridique de la loi organique interdisant le cumul. Elle serait inévitablement considérée par le Conseil comme décision relative au Sénat, imposant un vote conforme des deux assemblées. Je comprends que certains le proposent. Alain Néry n'a pas abordé ce sujet, mais nous a fait une démonstration politique. Moi, très sincèrement, je vous en fais une aussi. Évidemment, le gouvernement ne souhaite pas s'engager ainsi. Même si j'ai en mémoire l'article assez récent, il y a 2 ans, de Guy Carcassonne, qui avait d'ailleurs milité pour que ce ne soit pas une seule formation politique qui s'impose le non-cumul, mais pour que ce soit tout le monde qui se l'impose. Et nous suivons de ce point de vue-là, à la lettre, ce qu'il avait écrit. Par ailleurs, je crois, mais parce que là on est à la fois dans du juridique et dans la matière politique, que l'Assemblée nationale n'accepterait pas cette différenciation, et surtout certains alors y verraient, là je vous parle vraiment très sincèrement, l'occasion de remettre en cause la loi sur le non-cumul des mandats, en disant, voilà, donc ça s'applique pour tout le monde. Donc on rentre dans le débat, par exemple, sur les seuils, qui est un autre débat, et on retrouverait cela. Donc ça me paraît difficile. Après, il y a eu les interventions de Rachel Mazuir, d'Alain Néry ou de Didier Guillaume. Moi, parce que j'ai été un élu, je reste conseiller municipal. Je pense que nous avons, et Didier Guillaume vient de le dire, comme devoir de faire très attention
au vent mauvais qui accompagne toutes les remises en cause de la vie démocratique contre les élus. Le titre de l'Express demain, le palmarès des cumulards, ne fera partie évidemment de cela. Je ne crois pas que la crise politique ou de confiance que l'on connaît depuis longtemps, et pas seulement en France, soit due à des problèmes institutionnels seulement. Questions liées à la globalisation, à la construction européenne, aux crises d'identité de nos sociétés. Mais évidemment, la pratique des élus, cela compte. Et moi, je ne vous cache pas, on a déjà eu l'occasion d'en parler, vous l'évoquerez sans doute à la table ronde que vous avez organisée tout à l'heure, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, il y a une crise de confiance qui se traduit pas partout, mais par une abstention importante, y compris aux élections locales, notamment aux élections municipales, globalement. C'était vrai en 2001, c'était vrai en 2008. Pas dans les petites villes ou dans les villages, mais on sent ce mouvement. Donc il faut y prendre garde. Et il faut, sur le terrain institutionnel, y apporter des réponses. Mais moi, je crois, assez comme Didier Guillaume, que nous avançons par étapes. Il est évident qu'il y a des élus qui vont faire des choix, et ils le font déjà, certains l'ont déjà fait, de gouverner d'abord leur ville ou leur intercommunalité, demain leur métropole, leur région, leur département. Et ils le feront. Ils l'ont fait déjà. C'est le cas du maire de Paris, par exemple. C'est le cas du maire de Toulouse. Volontairement. D'autres s'en accommodent après le choix des électeurs. Mais ce sont ces choix-là qui vont s'imposer. Donc vous aurez des parcours politiques différenciés, locaux et nationaux. Et faire la loi ou contrôler l'exécutif, M. Mazuir, c'est essentiel aussi. C'est essentiel. Et puis, M. Néry, il y a 10 000 communes, je crois, de plus de 1000 habitants. Tous les maires des 1000 communes ne vont pas être candidats au Conseil général et ensuite à d'autres fonctions. Donc je crois que progressivement, en préparant ce texte et en préparant ces débats, je suis bien conscient des changements que cela va provoquer. Vous n'entendrez jamais dans ma bouche, parce que par expérience, ça serait très malhonnête sur le plan intellectuel et sur le plan politique de vous le dire ainsi, dire que ceux qui cumulent ne travaillent pas. Je peux même, l'un d'entre vous l'a dit, faire écho au fait que souvent ceux qui exercent des fonctions importantes au niveau local sont parfois parmi les parlementaires les plus engagés. Mon deuxième mandat de maire et de député, j'étais président de l'intercommunalité, ça a été rappelé tout à l'heure avec délicatesse, ne m'a pas empêché d'être l'animateur de l'opposition au sein de la commission des lois. Mais derrière, je vois bien aussi, là du fait que j'étais un élu de la région parisienne, je vois bien aussi la pratique qui s'ensuit quand même. La délégation, non pas aux élus, mais à l'administration. Et les seules technologies de la communication et de l'information ne suffisent pas à remplacer le contact humain. Bon, donc, on le voit bien. Et ça va changer. Et du coup, les parcours politiques vont changer. À partir de 2017, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais il y aura des évolutions. Et c'est ces évolutions qu'on doit préparer. Et il n'est pas impossible, je crois que le président Guillaume le disait aussi, qu'au fond, derrière, d'autres lois viendront, peut-être pour continuer à encadrer cela. Et il le faudra, bien sûr. Il le faudra. On voit bien tous les changements que nous sommes en train d'induire. Après, il peut y avoir des oppositions sur ces changements. Mais je ne veux pas revenir sur des souvenirs douloureux, d'autant plus qu'ils sont récents. Mais on voit bien le changement que va apporter le nouveau scrutin binominal. On voit bien. D'ailleurs, tout le monde est en train de l'intégrer. Mais la parité forcée, je dis ça, monsieur Néry, il a raison sur la liberté des électeurs, mais cette liberté, elle est encadrée. Elle est encadrée à travers la parité, à travers l'âge, à travers la nationalité, et puis aussi à travers le cumul. Le cumul, il existe, le non-cumul, pardon, il existe déjà, il est limité. Nous l'interdisons à travers ce texte de loi. Mais là, il y a du jeu. Vous qui aimez bien le jeu, et notamment le jeu de balle, il y a du jeu, il y a de la souplesse. Par exemple,
l'un d'entre vous a parlé de proportionnelle. Elle existe pour ce qui concerne le Sénat. Enfin, c'est une proportionnelle qui nécessite quand même de convaincre. J'entends dire la proportionnelle, ça fait ça donne le pouvoir aux partis dans les grands départements. Écoutez, par expérience, notamment par expérience du département de l'Essonne, qui n'est pas le département le plus éloigné des sièges des partis nationaux, j'ai vu quand même des sénateurs, candidats, grâce à leur expérience et à leur réseau, s'affranchir allègrement et emporter leur siège des partis politiques. Donc, non, ils ne l'étaient plus. Donc, là, on voit bien les évolutions. La souplesse, elle existe. Les députés sont élus au suffrage direct par circonscription, pas à la proportionnelle. Ils pourront rester comme les sénateurs, membres d'un conseil régional, municipal ou départemental, ou d'une intercommunalité. Bon, donc cette souplesse-là, elle existe dans le rapport aux élus pour ce qui concerne les sénateurs, et aux forces vives d'un département, et pour les députés directement avec leurs citoyens. Donc cette souplesse, elle existe, et il faut la garder, parce que cet ancrage avec la réalité locale, je crois, fait partie des choses très importantes que nous devons évidemment sauvegarder, cet ancrage, cette expérience. Le député ou le sénateur, il reviendra en fin de semaine dans son territoire. Il en aura besoin. Il en aura besoin. C'est essentiel, non seulement pour se faire réélire, mais pour être à l'écoute. Mais en revanche, il sera ici, à l'Assemblée ou au Sénat, pleinement engagé sur les missions qui sont celles du Parlement. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, que je pouvais vous répondre, mais en espérant vite vous retrouver dans l'hémicycle pour poursuivre ce débat. Je le sais bien, j'y suis prêt. Monsieur le ministre, c'est un espoir qui va être satisfait puisque nous allons nous retrouver pour la discussion en séance publique. Nous nous retrouvons pour ce qui est de la commission des lois en commission demain matin. Comment? Oui. Mais on va de toute façon se retrouver. Mais oui, le rapporteur est un grand travailleur. Mais nous allons, mes chers collègues, nous donner 5 minutes d'interruption avant de recevoir 4 brillants universitaires et juristes. Donc la séance est suspendue pour 5 minutes et je remercie Monsieur le ministre en votre nom à tous. Voilà pour cette audition de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, dont l'appel n'a pas été entendu finalement, puisque vous le savez, les sénateurs au mois de septembre ont finalement adopté le projet de loi sur le non-cumul des mandats en apportant une modification de taille puisqu'ils se sont exclus de ce dispositif de non-cumul. Ce texte va revenir au Sénat courant janvier, mais il n'y a pas beaucoup de suspense. On sait déjà que c'est l'Assemblée nationale qui devrait avoir le dernier mot et qui va adopter le projet de loi dans la version du gouvernement. Il faut bien sûr toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.